Bonjour et bienvenue sur O2 Ondes Télé, la télévision participative de Salon de Provence. Pour cette 13e édition du 360, le magazine d'actualité, nous explorons avec vous la réalité des travailleurs de Salon de Provence et des environs. Plus tard à l'émission, nous vous présentons l'entrevue réalisée avec Majid Cherfi qui était de passage au Portail Coucou. Ensuite, découvrez les cavaliers et les éleveurs de chevaux italiens qui étaient de passage à Salon de Provence dans le cadre de la transhumance de Marseille-Provence 2013. Mais tout d'abord, un événement en particulier a attiré plus d'une centaine de milliers de personnes à Salon de Provence. Le 26 mai dernier, la base aérienne 701 fêtait le 60e anniversaire de la patrouille aérienne de France. Des équipes de voltige de 7 nations étaient présentes et ont animé la foule par des prestations. En cette occasion bien spéciale, Marseille-Provence 2013 s'est associée à la base aérienne dans le cadre des ateliers de l'Euro-Méditerranée. O2 Ondes s'est joint aux festivités et s'est entretenu avec les organisateurs de l'événement. Voici ce que nous avons préparé. C'est en compagnie de plus de 120 000 visiteurs que la base aérienne 701 a fêté les 60 ans de la patrouille aérienne de France. Le 26 mai dernier, des équipes de voltige de l'Espagne, de l'Italie, de l'Angleterre ou encore de la Suisse ont épaté le public par leurs figures acrobatiques. Un public constitué de visiteurs venus supporter les pilotes de leur pays et de curieux d'ici et d'ailleurs. Et pour cette grande célébration, de grandes personnalités publiques figuraient sur la liste des invités, entre autres le ministre de la Défense Jean-Yves Le Drian a jugé important de se joindre aux festivités et de souligner sa fierté pour la patrouille aérienne de France. C'est un moment tout à fait émouvant et puis c'est aussi une manière de célébrer ce qui aujourd'hui fait partie du patrimoine de la France. Parce que la patrouille de France, c'est à la fois le rêve de l'aventure, mais c'est aussi la haute technologie, c'est le grand professionnalisme, c'est une espèce de miracle permanent. En cette année de manifestation culturelle de Marseille-Provence 2013, ce rassemblement entre équipes de patrouilles des quatre coins de l'Europe prend tout son sens. C'est pourquoi le comité organisateur de MP 2013 a décidé de s'associer à la base pour l'anniversaire des 60 ans de la PAF. Et dans ce sens, un volet des activités Euro-Méditerranée a été présenté au public. La chorégraphe de l'apesanteur Kitsou Dubois et un duo de voltigeurs de l'Armée de l'Art française ont allié leurs talents pour offrir une prestation hors du commun. Le principe des ateliers, c'est de créer des rencontres inédites entre des artistes et des secteurs d'activité qui ne sont pas artistiques. J'étais absolument séduite par la virtuosité et la technicité des pilotes, à la fois de l'équipe de voltige mais aussi de la patrouille de France. Et l'idée, c'était de proposer à une chorégraphe de travailler directement avec les pilotes pour qu'ils créent ensemble une œuvre particulièrement inédite, puisque c'est la première fois que deux pilotes de voltige vont piloter ensemble. C'est ce qu'on appelle le pilotage synchronisé. Le numéro du haut vol, chorégraphié par Kitsou Dubois, a été un défi de taille pour l'artiste tout comme pour les pilotes. On va essayer de faire une petite comparaison. Vous partez en VTT tout seul dans la forêt, donc vous vous occupez des bosses, vous vous occupez de votre vélo, de votre santé physique. Et là, ce qu'on vous demande, c'est de partir avec quelqu'un d'autre et vous roulez soit de front, soit l'un derrière l'autre, très près. Et il faut faire les mêmes figures que votre coéquipier, sauter la même bosse, etc., etc. Donc vous comprenez bien qu'il y a quand même une dimension complètement nouvelle, différente. Même si vous savez que vous savez pédaler, vous connaissez votre vélo, mais voilà, vraiment une nouvelle dimension qu'il a fallu appréhender en une vingtaine de vols. Et pour arriver à une synchronisation qui frôle la perfection, la chimie entre les pilotes et la chorégraphe était bien importante. Ayant déjà travaillé avec la complexité de l'apesanteur, la chorégraphe affirme s'être inspirée de 4 concepts bien importants pour la réalisation de ce numéro: innovation, rencontre,
ouverture et échange. Je dirais qu'il y a quelque chose qui nous réunit, c'est la passion de l'air, parce que franchement, je pense que j'ai quelque chose à voir avec ça aussi. Bon, ça c'est une chose. L'envie de faire quelque chose de nouveau, ça c'était fondamental, parce que sans ça, on n'aurait pas pu. Et puis, la dernière chose, et le plus important, c'est qu'en fait, on a travaillé ensemble. C'est-à-dire qu'eux, ils partent des figures de l'avion, c'est-à-dire qu'ils connaissent leur truc parfaitement. Et moi, je prends le ciel en globalité. C'est-à-dire j'ai un plateau de 1 km3 de volume, et c'est moi qui organise les entrées, les sorties, les rythmiques, la dramaturgie, comme je disais tout à l'heure, avec une sorte de petite histoire abstraite, mais une histoire de rencontre, quoi. Et du coup, ça, c'est ça. Et eux n'ont pas la possibilité d'avoir cette vision globale. Après, il y a une autre chose aussi importante, c'est le côté émotionnel. C'est-à-dire qu'à la fois, ils sont virtuoses, et il faut garder cette virtuosité. On est dans un endroit de haute technique, mais ramener de l'émotionnel et arriver, par la confiance mutuelle qu'on a eue progressivement ensemble, de leur faire comprendre que s'il y a un moment, c'est pas du pur technique, mais c'est un moment de respiration avec quelque chose d'un peu plus doux, un peu plus émotionnel, c'est fondamental pour que le public adhère, pour que le public rentre dans l'histoire. Et ça, je crois qu'on l'a réussi. Symbole emblématique de Salon de Provence, la base 701 et les célébrations du 60 ans de la PAF ont eu une grande retombée sur la notoriété de la ville. On a une chance exceptionnelle. Vous savez, il y a des villes qui misent sur le sport, sur des événements culturels importants et qui dépensent des millions pour avoir une renommée internationale. Nous, on n'a rien misé, si ce n'est essayer de donner le meilleur de nous-mêmes pour la base, pour toutes celles et ceux qui font vivre cette base, parce qu'effectivement, nous avons en retour une reconnaissance, une vitrine internationale exceptionnelle. Le bilan des festivités du 60e anniversaire de la Patrouille aérienne de France dépasse largement les attentes des organisateurs. Ce fut une occasion de rapprocher les citoyens de leur base, de tisser des liens entre les équipes de voltige de 7 nations et de rendre hommage aux 60 ans d'histoire de la Patrouille aérienne de France. Employant près de 2000 Salonnais, la base aérienne 701 joue également un rôle bien important sur le plan de l'économie locale. Cependant, les statistiques ne mentent pas. En PACA, les offres d'emploi se font de plus en plus rares et les demandeurs d'emploi de plus en plus nombreux. C'est pour développer le réseautage et ouvrir des portes aux travailleurs que les acteurs locaux ont décidé de se réunir de façon mensuelle. L'équipe de Haut-2Zone a voulu en savoir davantage sur les solutions proposées lors de ces réunions. Voici un aperçu du rassemblement du 16 mai dernier. C'est à la mairie de Salon de Provence que les représentants d'associations et d'entreprises se sont donné rendez-vous pour l'édition de mai des réunions des acteurs locaux. Tous concernés par l'insertion des demandeurs d'emploi du territoire, ils étaient plusieurs à partager leurs propositions pour un meilleur marché de l'emploi local. Mise en place en 2009 par Mme Françoise Delmas et son équipe de Pôle emploi, ces réunions intéressent de plus en plus d'acteurs locaux. De bouche à oreille, les gens sont venus puisqu'ils retrouvent leurs informations, puisque c'est tous les mois, dans des communes différentes donc de l'Aglopole. Et de plus en plus, nous avons donc des partenaires qui viennent présenter leur structure et ça nous permet au moins d'avoir des informations généralistes, mais aussi très complémentaires avec des structures très différentes. Le but de ces rencontres est bien simple, développer le réseautage entre acteurs économiques locaux et promouvoir l'emploi sur le territoire. Dans un contexte actuel où le taux de chômage est en pleine croissance en PACA et davantage dans les Bouches-du-Rhône, ces réunions pourraient aider à changer le sort des demandeurs d'emploi. Ça permet d'avoir l'information et de pouvoir informer le demandeur d'emploi qu'on reçoit, alors nous, Pôle emploi, mais aussi toutes ces structures qui ont en face d'eux des personnes en recherche d'emploi ou de formation ou d'autres informations, puisque vous avez bien vu qu'il y a des intervenants sur la santé, le logement, la mobilité. Selon Thierry Guigue, élu délégué à l'emploi et à l'insertion, la situation de l'emploi à Salon de Provence fait face à des difficultés majeures depuis décembre dernier. La situation s'est moins dégradée sur Salon en 2011-2012 que sur le niveau régional et malheureusement depuis décembre on constate que
la dégradation atteint le même niveau qu'ailleurs, malgré nos actions, mais on est aussi pris dans une conjoncture qui ne nous est pas favorable. Donc aujourd'hui, nous sommes sur un niveau de demandeurs d'emploi sur la ville qui atteint 4400 demandeurs d'emploi, ce qui est bien sûr, qui sera toujours beaucoup trop. Les acteurs locaux sont unanimes. C'est en se rassemblant qu'ils en viendront à des solutions qui bénéficieront les demandeurs d'emploi. Par la mobilisation de chacun, par les échanges, par un travail en commun. Ce qui est quand même fondamental, c'est le lien et l'échange d'informations, parce que il y a beaucoup d'actions, beaucoup de dispositifs qui existent, et donc l'intérêt, c'est d'arriver à avoir une lisibilité globale de l'ensemble des actions qui quand même bénéficient au public. Selon Mme Delmas, ces rassemblements encouragent les échanges entre chacune des structures œuvrant de près ou de loin du domaine de l'emploi. Les employeurs trouvent également intérêt à participer à ces assemblées. Pour l'employeur, pour moi par exemple, c'est bien connaître les dispositifs qui permettent le maintien dans l'emploi, qui permettent le développement de l'emploi. Et pour les futurs employés, ils sont pris en charge, ils sont accompagnés, on le voit, le travail qui est fait par l'Espace Éco, par les missions locales, c'est un travail très important pour leur permettre de décrocher un job. Mais ce qui capte l'attention dans l'actualité, c'est cette crise économique qui fait de plus en plus de chômeurs. Et parmi les demandeurs d'emploi français, près de 10% habitent en PACA, avec une augmentation de 9% du taux de chômage de la région au cours de la dernière année. Le besoin des ressources supplémentaires et mieux adapté pour les citoyens en quête de gagne-pain se fait sentir. Nous faisons beaucoup d'actions collectives vis-à-vis de nos partenaires. C'est très important, on ne peut pas travailler seul dans son coin. Nos partenaires, c'est Pôle emploi, c'est la mission locale, c'est l'ensemble des acteurs locaux que nous avons réunis ce matin. Créés en décembre 2008 par la fusion de l'Agence nationale pour l'emploi et ACEDIC, les établissements Pôle emploi recensent les demandeurs d'emploi à travers la France. La mission du chargé d'emploi national est d'agir à titre de pont entre les candidats et les employeurs. Objectif qui était plutôt difficile à atteindre à Salon-de-Provence en raison des deux différents espaces de Pôle emploi qui recevaient distinctivement d'un côté les demandeurs d'emploi et de l'autre les entreprises. Le nouveau bureau, maintenant situé dans la zone de la Gandonne, rassemble désormais les deux sous un même toit. Selon Patrice Tallé, conseiller référent au Pôle emploi de Salon-de-Provence, les nouveaux locaux ouverts au public depuis avril dernier sont plus accessibles et adaptés. Effectivement, on a des espaces de recherche d'emploi qui sont plus agréables pour le public, donc notamment une zone en libre accès où ils peuvent avoir accès à l'informatique. On a une dizaine de postes informatiques qui leur sont dédiés. Donc où ils peuvent consulter les offres d'emploi, où ils peuvent maintenant aussi intégrer à travers des claviers clés USB leur CV. Donc ça c'est important. Mais malgré la plus grande superficie des lieux, les demandeurs d'emploi sont toujours aussi à l'étroit dans les salles d'attente des conseillers référents. Il faudra bien plus que les offres d'emploi que contiennent les banques de données pour combler les citoyens malheureusement trop nombreux en recherche d'emploi. Artiste engagé et écrivain à la plume authentique, Majed Chirfi a partagé sa passion pour l'écriture au public du Portail Coucou. Le 15 mai dernier, le chanteur de Zebda animait un atelier intitulé « Les mots ont la parole » dans le cadre des activités pédagogiques Passerelles et partages. Je me suis entretenue avec lui afin d'en apprendre davantage sur ses projets et ses convictions. Toute ma vie jusqu'au samedi, moi j'ai fait tout ce qu'on m'a dit. C'est vrai, j'ai jamais rien fait d'autre que de mettre un pas devant l'autre. Majed, vous êtes chanteur, auteur, écrivain et en plus citoyen engagé. Ça, c'est bien important, je pense, pour vous. Et puis aujourd'hui, vous êtes à Salon-de-Provence dans le cadre des activités pédagogiques Passerelles et partages. Vous avez tenu cet après-midi un atelier qui s'appelait « Les mots ont la parole » auprès des jeunes. Et puis ce soir, vous tiendrez une conférence, disons une lecture de certains extraits de vos œuvres et vous pourrez échanger avec le public salonnais. Mais pour débuter, est-ce que vous pouvez me dire ce que vous désirez partager à travers ces interventions? Je suis passionné par, je crois, les valeurs de liberté, de démocratie, valeurs républicaines, ce qui fait le libre arbitre d'un individu. Peut-être parce que j'ai grandi en fils d'immigrés dans la difficulté à obtenir tout ça. Et donc, je me dis, il n'y a rien de plus cher au monde
que d'acquérir son libre arbitre. Et donc, c'est souvent des rencontres auprès de jeunes, souvent des jeunes de quartier, des enfants de l'immigration, et donc qui ont des itinéraires similaires aux miens. Et l'importance de leur dire, de leur expliquer qu'ils ont une place, l'importance d'être citoyen, de se sentir partie prenante de toutes ces valeurs-là. Vous êtes concerné en fait par la réalité des enfants d'immigrés. Parfois, vos textes traitent de la réalité d'un peuple aussi qui est divisé, disons-le, et des enjeux aussi auxquels font face les immigrés et leurs enfants. Est-ce que vous considérez être la voix parfois de ceux qui ne l'ont malheureusement pas? Oui, souvent je me dis ça. Je me dis, j'ai eu la chance d'avoir cette parole, la chance d'avoir un micro, des gens qui vous écoutent aussi. Oui, par la musique, d'avoir atteint une notoriété et je dirais même la chance d'avoir été entendu. Et donc des gens se disent, ce discours-là, nous l'aimons ce discours, le discours de la fraternité, français, étrangers, athées, chrétiens, musulmans, comment est-ce que ça coexiste tout ça? Moi j'ai déjà en moi-même cette bataille-là de où est le français qui est en moi, où est l'étranger qui est en moi, celui qui ne croit plus, celui qui croit, mais en quoi, etc. Et j'essaie de fabriquer de l'universel en moi. Et donc c'est ce message-là que les gens, que beaucoup de gens finalement apprécient. Oui, nous avons des envies d'universalité. Et puis, en parlant d'universalité, est-ce que vous pensez que les textes que vous avez pu écrire dans les débuts de Zebda, disons la fin des années 80, le début des années 90, correspond encore à la réalité du peuple d'aujourd'hui, que ce soit justement les jeunes qui sont les enfants des immigrés et les immigrés? Oui, je crois que c'est toujours la même histoire parce que finalement, c'est une bataille qui dure depuis plusieurs décennies, ou peut-être depuis beaucoup plus longtemps. Les peuples cherchent cette idée d'universalité et à mesure qu'ils avancent, il y a des difficultés qui se présentent. Je pense que l'idée d'universel, elle a... Voilà, je suppose au moment de la Révolution française, elle a trouvé son apogée. Ouais. L'homme, soyons libres, soyons des individus libres. Et depuis, on ne cesse de se poser cette question de jusqu'où est-ce qu'on peut élargir cette idée d'universalité. Et aujourd'hui, avec les migrations, de nouvelles questions se posent et il s'agit d'élargir encore plus cette idée-là. Donc elle est toujours d'actualité. À Salon, vous avez pu remarquer aujourd'hui, on a également une réalité de quartier qui est pas nécessairement à l'échelle de Marseille ni de Toulouse, disons-le, mais on a des jeunes qui sont justement des enfants d'immigrés et qui se voient peut-être plus en difficulté que certains jeunes du centre. Qu'est-ce que vous aimeriez dire à un jeune qui se trouve peut-être dans une situation comme vous l'avez déjà été à votre tour? Bon, de toute façon, on intervient sur un coup comme ça. Donc, je ne reverrai jamais ces enfants, je suppose. Donc, on vient répandre un parfum. Un parfum, celui de la laïcité, puisque c'est ce en quoi on croit, le parfum de la démocratie, le parfum de la fraternité, leur dire qu'ils sont dans un état de droit, leur dire qu'ils sont chez eux, leur dire qu'être français, c'est beaucoup plus qu'une carte d'identité. Être français, c'est accéder au libre arbitre. Moi, je suis français dans ce sens-là. Et donc, c'est voilà, un peu comme une graine, certaines poussent, d'autres pas. En tout cas, on s'aime. Et voilà, donc, je suppose qu'ils ont dans le coin de l'oreille l'idée, tiens, et ils nous ont dit ça. Donc, vous souhaitez qu'ils s'en rappellent un petit peu? Oui, c'est ça. Aussi. Oui. Vous dites que par la chanson, on peut créer un effet de groupe, on peut apporter la joie de vivre, mais c'est pas nécessairement comme ça qu'on change les choses. Est-ce que c'est pour ça, ou avec cette philosophie, que vous êtes impliqué d'un point de vue politique? Oui. Je pense qu'au début, quand on a commencé la musique, on s'était dit qu'on allait changer le monde. Oui, on veut tous faire ça. Oui, voilà. Donc on avait 18 ans et on va changer le monde. Voilà. On va dire que la fraternité est possible.
Et puis les années passent et les chansons passent et le monde reste terrible, ensanglanté, nuageux. Et on se dit que bon, la chanson c'est bien, mais elle est finalement qu'un accompagnement de la vie. Et que quand on croit en des idées politiques, il faut agir dans le réel. Et donc, ça nous a poussé à rentrer dans le réel pour voir si... pour se sentir mieux, parce qu'on a l'impression d'être en accord avec ses idées. Et voilà, et c'est vrai que la chanson, bon voilà, c'est pas avec des chansons qu'on change le monde, mais elles sont utiles. Oui, tout à fait. Est-ce que vous pensez que ça vous a nui, en fait, d'avoir des positions, en étant une personne publique, de prendre position sur certains sujets d'un point de vue politique? Donc, de vous associer vraiment avec une gauche ou de vouloir militer pour quelque chose. Est-ce que vous avez perdu des fans? Est-ce que vous avez perdu des amis? Oui, je pense qu'on gagne des amis, on en perd. Après, je ne me suis pas tellement posé la question parce que personnellement, j'avais besoin d'un engagement. C'était important. Oui, de dire, écoutez, moi je ne suis pas au centre, je ne suis pas à droite, je suis à gauche. Et donc j'ai envie que mes idées soient portées. Donc je vais soutenir des élus de gauche. Et si les gens n'aiment pas ça, eh ben, on les perdra. Mais moi, ça ne me pose pas de problème, je suis un citoyen. Si je peux aider des valeurs de gauche, je ne vais pas me taire parce que je suis artiste. Et je considère d'ailleurs, moi, qu'un artiste ne l'est que s'il est engagé. Et puis pour terminer, j'ai une petite curiosité. J'ai un petit défi à vous demander, en fait. S'il fallait que vous écriviez une chanson qui s'inspire de la France actuelle, vous pensez qu'elle parlerait de quoi? Si je devais écrire une chanson, ou si j'avais dû écrire une grande chanson de la France, ça aurait été Hexagone de Renaud. La chanson qui s'appelle Hexagone. Et elle parle de? Elle décrit la France. Elle décrit une France, voilà, de manière négative. C'est aussi pour la réveiller. Et alors que j'aime pas les chansons qui disent « Oh, la France magnifique, ses montagnes et ses vallées, ses 400 fromages, Paris ». J'aime mieux qu'on me montre un Paris sauvage et violent plutôt qu'un Paris romantique, la Tour Eiffel. J'aime beaucoup la Tour Eiffel, mais on s'en fout. Donc j'aime ce qui provoque du désordre, parce que le désordre provoque de la réflexion, et tout ce qui nous amène à nous interroger, ça me paraît, même quand ça me dérange moi, ça me paraît intéressant. Bon, mais je vous remercie beaucoup. Eh bien, merci à vous. C'était un plaisir de vous avoir avec nous. Les mots m'écartaient des miens, et je sentais la solitude m'accueillir pas à pas pour un périple sans lendemain. Je sentais tous ces mots m'éloigner de l'enfance, mais tout autant de l'obscurité. Qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce que ça change? Rien. Qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce que ça change? Rien. L'ultime halte de la transhumance de Marseille-Provence 2013 a animé la ville du 28 au 30 mai dernier. De la campagne du Four au domaine du Merle, les cavaliers et éleveurs de chevaux en provenance de la France, de l'Italie et du Maroc ont marché ensemble au rythme des animaux. Pique-nique en nature avec les cavaliers, concerts folkloriques, soirées nocturnes d'exposition et animaglyphes étaient au rendez-vous. Voici un reportage rétrospectif des moments marquants de cette rencontre entre hommes et animaux. Lorsque vous êtes à Salon de Provence, vous êtes au cœur de la région provençale. Et vous n'y êtes pas seulement d'un point de vue géographique, vous plongez directement dans les traditions de la culture de la Provence. Du 28 au 30 mai dernier, Marseille-Provence 2013 a mis à l'honneur une des traditions provençales les plus ancestrales, la transhumance. Pour mettre de l'avant les rencontres entre nations méditerranéennes, les cavaliers et cow-boys italiens se sont joints à cette marche au rythme des animaux. Conçue par le Théâtre du Centaure en collaboration avec Equicrea, cette transhumance de nouveaux genres s'est inspirée du savoir-faire d'antan. Le convoi en provenance de Lambesque s'est d'abord arrêté à la campagne du Four.
Le public a pu admirer les bêtes de plus près et pique-niquer au rythme de la musique traditionnelle italienne des Guapercarto. Malgré l'absence du soleil, le groupe a su animer les foules et mettre le sourire aux lèvres des jeunes et moins jeunes. Après s'être reposés, les cavaliers et troupeaux ont défilé à travers le centre-ville. Accueillis par la fanfare Mudanza et un public enchanté, l'ambiance était à la fête. Le spectacle terminé, cap sur le domaine du Merle, lieu de campement des cavaliers et éleveurs de chevaux. Site important de formation de bergers et de production de foin de crocs, le domaine du Merle fait partie intégrante de la transhumance provençale depuis près d'un siècle. Naturellement, lorsqu'ils ont pensé transhumance, avec Marseille-Provence 2013, la ville de Salon est venue naturellement au domaine du Merle, qui est vraiment un centre reconnu par rapport à tout ce qui est pastoralisme et transhumance. Pierre-Marie Bouquet, directeur du domaine du Merle, rappelle l'importance de l'histoire de la transhumance d'hier dans les pratiques du pastoralisme d'aujourd'hui. L'essentiel de la transhumance, l'esprit de la transhumance reste là. C'est toujours le déplacement des troupeaux de la plaine de l'Accro vers les montagnes, vers les Alpes. Et après, l'esprit du berger qui s'occupe de ses brebis, la passion du berger est restée la même. Les sonnailles sont restés, c'est vraiment l'esprit passion du berger et par rapport à son troupeau, ça, malgré tout, ça reste la même chose. Afin d'exposer le monde de la transhumance au grand public, le domaine du Merle a accueilli une foule de curieux. Au programme, un concours de chiens de berger, un concert en soirée et un animaglyphe animé par le Théâtre du Centaure. La chorégraphie géante mettant en scène hommes et animaux a été photographiée par Lionel Roux, perché à plus de 80 mètres de hauteur. Fils et petit-fils de berger, Lionel explore à travers l'objectif de sa caméra l'univers de la transhumance et les paysages du pays d'Arles. L'idée, c'était de parcourir l'Accro, les Alpilles, la Camargue, qui sont 3 territoires autour d'Arles, et de se déplacer avec un camion nacelle, une espèce de balcon sur le paysage, et de faire des photographies panoramiques en essayant d'avoir toujours comme fil conducteur des troupeaux, que ce soit des troupeaux de moutons, des troupeaux de chevaux, de taureaux, et de cheminer comme ça à travers ces 3 paysages complètement différents pour saisir ceux qui les fabriquent, c'est-à-dire les bergers, les éleveurs, les pasteurs en fait. Désireux de concilier sa passion pour l'art et sa connaissance du pastoralisme avec lequel il a grandi, le photographe s'est lancé dans un projet d'image qui était exposé au musée de l'Empéry. Alors pourquoi la transhumance? C'est parce que déjà je suis fils et petit-fils de berger, donc je crois que ça a un peu marqué mon enfance. Et quelque part c'est pour moi aussi l'occasion de garder un contact avec ce monde familial. Et puis de partager le quotidien de ces gens qui m'ont toujours fasciné quelque part. L'exposition Transhumance d'aujourd'hui, Transhumance d'hier, en collaboration avec la Maison de la Transhumance, offrait un regard croisé sur le pastoralisme moderne. Les manifestations de la transhumance du 28 au 30 mai dernier ont rappelé la richesse historique de la région. L'événement de MP 2013 a reflété la dimension territoriale et euro-méditerranée de la programmation. Cette initiation du grand public à l'univers fascinant de la transhumance de la France et de l'Italie figurera certainement parmi les moments marquants de cette année d'éveil culturel. Si vous avez visité le centre ancien de Salon de Provence au cours des dernières semaines, vous avez probablement remarqué la peinture rouge vif qui recouvre la façade de certains immeubles. Il s'agit en fait de l'œuvre de l'artiste peintre Felice Varini, double disque évidé par les toits. Tout le mois de juin, rendez-vous sur la terrasse du château de l'Empéry à la rencontre de la médiatrice qui vous donnera tous les détails sur l'artiste et sa création.
Vous pourrez également voir un aperçu de la visite sur O2ondes.tv grâce au reportage réalisé par Charlotte Moreau. Et puis, si vous pensez visiter Marseille et ses nombreuses manifestations culturelles au cours de l'été, que diriez-vous d'y installer votre tente? Le village écologique Yes We Camp, situé sur le quai de l'Estac et mis en place par Marseille-Provence 2013, offre aux visiteurs des espaces d'hébergement à moindre coût. O2ondes vous présentera en images une journée typique sur les lieux tantôt festifs et tantôt créatifs du campement. Soyez au rendez-vous. C'est ce qui complète cette 13e édition du 360. Faites-nous part de vos idées de reportage via notre adresse courriel redac.o2ondetv@gmail.com. De la part de toute l'équipe d'O2ondes, merci d'avoir été des nôtres. Je vous laisse sur une séquence des meilleures images tournées lors du 60e anniversaire de la Patrouille aérienne de France. Merci, au revoir. Thank you.